Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau portrait d'espace sur Odyssée Spatiale, le podcast numéro 1 du spatial. J'aime le dire, après est-ce que c'est vrai ou pas, je ne sais pas, dans vos cœurs je l'espère. Aujourd'hui nous sommes chez Venturi Space avec notre invité du jour, Xavier Chevrin. Bonjour Xavier. Bonjour Thomas, Comment vas-tu? ça va parfaitement bien puisque vous êtes ici. C'est très gentil, merci beaucoup de nous accueillir. Et alors pour démarrer ce portrait d'espace, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ton métier actuel et Venturi Space aussi en quelques mots s'il te plaît? Alors, je suis donc Xavier Chevrin, j'ai la chance, l'honneur, le privilège d'être le directeur de Venturi Space France. Venturi Space France étant une entité qui est parmi d'autres, qui se trouve en Suisse, à Monaco, aux États-Unis, et dont le rôle, l'idée en fait est dédiée à l'élaboration de rovers extraterrestres, j'allais dire, ils sont destinés à partir sur la Lune, voire sur Mars, et plus loin encore, qui sait. Et ça consiste en quoi une journée dans la peau de Xavier Chevrin chez Venturi Space France? Comme dans la peau de tout le monde, avec des doutes de l'enthousiasme, bien entendu, par rapport à ce qu'on fait évidemment ici. Beaucoup de travail, hein, qui est certaines fois un peu rébarbatif parce qu'il y a beaucoup d'administratifs, du fait d'avoir une structure qui grossit très très vite chez nous ici à Venturi Space France. Et puis bien sûr l'enthousiasme autour du projet quand même qui est assez unique, quand même, qui est de faire des automobiles spatiales quelque part, hein. C'est bien ça dont il s'agit. Et on y reviendra, mais il y a un lourd passé, une grosse expérience chez Venturi. Mais déjà, il y a ton passé à toi. Alors, j'ai vu que tu avais eu 1000 vies, comme on en discutait en off. Est-ce que tu peux nous décrire, j'allais dire en quelques mots, mais ça ne suffirait pas. Donc, vas-y, ton parcours, depuis, disons, la fin de ta scolarité jusqu'à ton métier actuel. Et je sais que tu as commencé très tôt à aller explorer le monde. Ah bah oui, comme disait Hélène Keller, la vie est soit une aventure audacieuse, soit rien du tout. Donc j'ai commencé à avoir plusieurs expériences, effectivement, après quelques années d'études dans plusieurs facultés toulousaines d'ailleurs, mais qui n'étaient pas nécessairement axées sur le scientifique. Le scientifique est venu un peu plus tard au gré des rencontres que j'ai pu faire, dont celle avec Monsieur Pastor, pour qui je travaille maintenant, qui est le propriétaire, le patron de Venturi Space. Mais auparavant, effectivement, j'ai eu l'occasion d'avoir à la fois une vie professionnelle qui m'a mené effectivement un peu à droite à gauche, donc de par le monde, au Pérou, en Chine, en Grande-Bretagne, au Portugal, à La Réunion également. Mais aussi en parallèle, une vie on va dire, d'expériences qui sortent de l'ordinaire, en fait, dont le fil rouge était simplement d'essayer de voyager sans utiliser d'énergie fossile. Donc, ce qui m'a conduit à effectivement reprendre des anciennes pistes à cheval, donc aux États-Unis, descendre l'Orénoque, donc en Amérique du Sud en radeau. Euh, Comme si c'était pas assez compliqué, donc traverser la Papouasie-Nouvelle-Guinée, donc à pied du sud au nord, la première traversée sud-nord à pied, la traversée en ski de fond aussi, l'ouverture en ski de fond d'une nouvelle voie au Spitzberg. Euh, et puis aussi donc la première traversée de Paris jusqu'à en Chine en scooter électrique. Ça, c'était assez marrant. Et puis bien sûr après sous l'égide de Venturi et de Gildo, donc refaire Shanghai-Paris en voiture, hein, cette fois-ci sur quatre roues, en voiture électrique. Donc, et puis la première traversée en Afrique également en voiture électrique. Et puis ensuite, que dire encore, les premières expériences en chenillette électrique aussi dans le dans le Grand Nord canadien. Et puis aussi des expériences en Antarctique avec ces chenillettes électriques également. Et puis tout dernièrement, donc la traversée de la moitié de l'Australie en char à voile, tous les déserts australiens. Ah, quand on peut s'amuser, soyons fous. Et on t'a qualifié, j'ai vu dans des interviews, d'éco-explorateur. Et c'est vrai que tu as eu 1000 explorations, tu as vu plein d'endroits à travers le monde. Qu'est-ce qui t'a conduit à arriver ici dans les bureaux de Venturi Space France et à prendre cette place de directeur France? Alors ça, c'est la chance que j'ai eue de rencontrer Monsieur Pastor au cours justement d'une de mes pérégrinations. Donc à l'époque, c'était quand je traversais, donc quand je partais de Paris en Chine en scooter électrique. À l'origine, je devais le faire avec une voiture électrique et puis mon sponsor de l'époque n'a pas pu suivre et c'est comme ça que j'ai pu contacter Venturi.
Monsieur Pastor m'a fait confiance suite à ce voyage un peu biscornu, m'a fait confiance justement pour me prêter une de ses voitures et prouver la fiabilité de ses véhicules à l'époque. Et puis refaire donc Shanghai-Paris. L'idée c'était de refaire en fait, de repartir sur l'idée des explorations automobiles du début du XXe siècle et refaire en quelque sorte les expéditions comme la croisière jaune, la croisière noire, toutes ces croisières qui avaient été faites par Citroën à l'époque, et refaire un petit peu ces trajets, mais cette fois-ci avec des véhicules électriques. Et là, on parle du début des années 2000, 2010. Et là, à l'époque, c'était vraiment quelque chose quand même qui était assez pionnier. Et donc, on a pu prouver à notre échelle, en tout cas, que le véhicule électrique était donc fiable. À partir de là, il y a eu des développements aussi sur les chenillettes électriques qu'on a utilisées en Antarctique, dans le Grand Nord canadien. Ça, pour la petite histoire, c'était suite à un commentaire qu'avait fait le prince de Monaco à l'époque quand il était allé en Antarctique. Il avait dit c'est un continent fabuleux. Malheureusement, il est triste de voir quand même que ce sont des engins qui marchent au diesel et qui polluent quelque part évidemment ce continent qui est censé rester un sanctuaire, quoi. Et Monsieur Pastor l'a pris au mot et a dit ben, on va construire donc une chenillette électrique afin de pouvoir explorer ces endroits. Et c'est ce qu'on a fait. Et du coup, de là, s'est développé comment ça s'appelle, un savoir-faire, on va dire, autour de l'isolation de certains composants qui ont fait que ben voilà, on a développé cette petite expertise qui a permis après à Gildo de pouvoir, donc Monsieur Pastor, de pouvoir se préparer en fait à l'idée de pouvoir construire et donner en fait cette expertise au service de la conquête spatiale, on va dire. Et c'est vrai que du coup, tu as l'air d'être un terrien assez accompli, au sens où tu as exploré pas mal de notre petite bille bleue. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, tu dirais que le spatial, pour toi, c'est devenu une passion, tout autant que l'exploration terrestre? Ou est-ce qu'en tout cas, c'est quelque chose qui t'anime? Est-ce que, voilà, comment tu vis le spatial finalement? Alors le spatial, c'est vrai alors pour la petite histoire, on parlait d'aventures professionnelles également, à droite à gauche, à divers niveaux. Et dans une autre vie, j'ai travaillé effectivement à la Cité de l'Espace. Donc là aussi, j'avais été. Alors comme tout le monde, je pense, quoique c'est vrai que des fois on partage plus ou moins des passions, mais comme tout le monde, quand on est petit, évidemment, on regarde le ciel avec des yeux émerveillés. J'ai eu comme beaucoup de gens, une petite lunette astronomique sur laquelle je voyais les astres donc à travers cette lunette. Je me rappelle avoir réveillé mes parents à l'époque, la première fois que j'avais vu Saturne, parce que c'est la première fois qu'on voyait les anneaux. Ça, c'était hallucinant et j'avais pris le risque de me prendre deux baffes, mais j'étais allé réveiller mes parents. Je me rappelle quand j'avais vu la première fois des anneaux, Saturne, et les nuages aussi sur Jupiter. Bon, à peine des traits, mais c'est hallucinant de savoir quand même que ça existe, c'est là, quoi. Donc, alors effectivement, donc il y a eu cette partie un petit peu émerveillement, et puis la partie pro qui m'a fait travailler donc à la Cité de l'Espace, qui était un merveilleux instrument de vulgarisation scientifique. Et puis ben, on était à la pointe en fait de tout ce qui arrivait, de toute l'actualité spatiale hein, qui s'est produite à l'époque. Donc c'était au début des années 2000 à l'époque, tout à fait au début d'ailleurs de la Cité de l'Espace. Et puis effectivement, le fait que je puisse y retourner comme ça au hasard de la vie, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Et me retrouver en plus à la Cité de l'Espace pour avoir présenté en plus dernièrement un des rovers qu'on est en train d'élaborer, c'est quand même assez fabuleux. Donc oui, quelque part, il y a eu cette partie émerveillement, cette partie rêve, hein, je pense que la plupart des gens vivent. Et puis la chance de pouvoir travailler maintenant sur un projet qui est beaucoup plus carré, on va dire, et qui permet aussi de toucher un monde qui est vraiment très spécial, très privilégié aussi, où le rêve rejoint la réalité et qui nous permet aussi de continuer à rêver, bien entendu. Et tu parles justement de rêve, et ça me permet de faire une transition parfaite sur ma question suivante, c'est comment tu te vois dans, disons, 5, 6, 7 ans alors, chez Venturi Space? Qu'est-ce que vous aimeriez accomplir? Qu'est-ce que tu aimerais accomplir? Est-ce que tu as d'autres voyages de prévus à travers le monde? C'est quoi un petit peu l'horizon 2030 pour toi? Bon, alors l'idéal, évidemment, dans les rêves, dans un tel milieu, évidemment, on se verrait bien avec un casque comme Tintin et Milou. On a marché sur la Lune, hein, ça c'est clair.
Bon, on sait que là, ça reste du domaine du fantasme, mais voir effectivement un engin qu'on a pu construire partir fouler le sol lunaire, ça, ce serait vraiment déjà quelque chose d'incroyable. Ce serait euh, une aventure qui serait un petit peu décalée parce qu'évidemment, on n'y serait pas nous-mêmes, mais ce serait assez fabuleux de voir ça, oui. Donc on croise les doigts à ce sujet. Et au niveau terrien, oui, j'ai d'autres projets effectivement qui sont beaucoup plus terre à terre ou terre à mer peut-être même, on verra. Mais effectivement, ça c'est autre chose là. On suit ces aventures avec beaucoup d'attention. Et pour conclure ton portrait, quel serait le conseil que tu donnerais à celles et ceux qui voudraient se lancer dans une carrière dans le spatial, mais qui n'oseraient pas, qui verraient trop de barrières? Alors les barrières, c'est vrai que souvent, enfin ça c'est par expérience, les barrières on se les construit nous-mêmes hein, souvent. C'est quelque chose. Je crois que le premier adversaire de soi-même, c'est soi-même. Hein, justement, bon, ça fait un peu bateau à dire ce genre de choses. C'est un petit peu la psychologie à 2 euros maintenant, on dira. Mais c'est vrai que c'est important de pouvoir essayer de vivre son rêve, ses envies jusqu'au bout. Comme disait Mark Twain, dans 20 ans de cela, on regrettera plus les choses qu'on n'a pas faites que celles qu'on a faites. Hein. Donc, il faut quitter le port sécurisant de nos vies et puis monter comment ça s'appelle, monter les voiles. Et ça termine par ces 3 mots, si je me rappelle bien, cette citation de Mark Twain, c'est rêver, explorer et découvrir. Et je crois qu'à partir de là, on peut rêver, explorer et découvrir sa propre vie à travers ses propres rêves. Donc, même si on n'a pas fait une carrière expressément scientifique, on peut se retrouver après dans un milieu qui touche au spatial sans problème. Les grosses boîtes toulousaines, je pense à Airbus, je pense effectivement à tout ce qui touche ou le CNES. On a pas mal de gens qui ont eu des études qui n'avaient rien à voir avec le spatial et se sont retrouvés quand même quelque part à toucher ce rêve et ce milieu avec grand plaisir. Ils ont toujours aussi des étoiles plein les yeux. Merci beaucoup Xavier. Pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, je vous invite à aller toutes de ce pas découvrir l'émission avec Xavier, où on va parler d'Entury Space, on va parler de la Lune, on va parler de Terre, d'espace, et je vous dis à très bientôt.